Situé dans le sud-ouest de la Gironde, entre l'océan Atlantique et la grande forêt des Landes, le bassin d'Arcachon était autrefois appelé la Petite Mer de Buch. Au cœur du pays de Buch, la végétation luxuriante de la Pinède et les dunes dessinent les reliefs de cette terre, rivalisant avec l'océan dans un véritable concours de beauté. Entre la Pointe aux Chevaux, l'île aux Oiseaux et Arcachon, un écrin maritime se forme pour offrir un petit paradis aux hommes qui y vivent. Les pêcheurs jouissent depuis des siècles de ces trésors maritimes. À chaque saison, ces produits fétiches. Si l'été, c'est la dorade royale qui engage les chasseurs marins sur le bassin, l'hiver, c'est le bar. À travers le temps, le bassin a également murmuré ses secrets dans les oreilles des agriculteurs de la mer. Ces ostréiculteurs qui profitent ici de conditions exceptionnelles pour la culture des huîtres. Après des études d'analyse biologique, Fabrice Vigier décide de reprendre l'activité ostréicole de ses grands-parents. Un retour aux sources qu'il ne regrette pas. C'est vraiment ici que je médite, que je me ressource, c'est ici que j'existe. Ma vie a fait que tout d'un coup, tu reviens à tes origines. C'est-à-dire que mon grand-père qui était là et qui était le poète, un ostréiculteur poète, il écrivait ses poèmes quand il naviguait. Ma grand-mère qui était toujours aux petits oignons pour moi, et puis tu te dis, mais pourquoi je suis parti à l'école faire des études? Ça m'a apporté des choses. Par contre, quand tu reviens ici, que tu vois ce soleil se lever, que tu vois que tout le monde ça gueule pas, il n'y a pas de bruit, mais tu te dis c'est là qu'il faut que je sois, quoi. Fabrice n'est pas le seul à apprécier ce cadre de vie. Avec des températures douces et une bonne salinité d'eau, le bassin d'Arcachon répond parfaitement aux exigences de l'élevage d'huîtres, mais également de leur reproduction. Ces millions de petites larves font du bassin le plus grand producteur de naissains en France. L'huître rentre dans sa période de ponte à partir du moment où on passe le cap du 22-23 degrés. Et donc le bassin a cette particularité, c'est que l'eau chauffe assez pour que ça devienne une nurserie naturelle. Et donc les huîtres sont laiteuses juillet-août, et en fait cette laitance, ce sont des gamètes qu'elle va lâcher dans le milieu naturel. Et donc ces gamètes vont se féconder dans le milieu naturel et créer des petites larves qui très rapidement, dans les 15 premiers jours de leur vie, vont avoir besoin d'un support pour exister. Et ce support pour exister, nous on leur offre à travers des tuiles, des coupelles. Et là ici, tu vois, ouais, il y a 10 à 12 huîtres là, qui sont concentrées. Là, ça, c'est les futures huîtres pour dans 3 ans. Tout un programme attend Fabrice et ses huîtres au cours de ces 3 prochaines années. À partir de 2 mm, les huîtres sont élevées dans des sacs à maillage plus ou moins fins qui seront changés au rythme de leur croissance. Le bassin d'Arcachon compte plusieurs parcs à huîtres, avec chacun sa particularité. Des parcs à semi-élevage, préparant les larves destinées à d'autres régions ostréicoles en France, mais aussi différents parcs d'affinage et de grossissement d'huîtres. C'est à la fois l'exposition par rapport au mauvais temps, par rapport à la courantologie, c'est l'exposition par rapport à une quantité de nourriture qui va être moins grande dans le fond du bassin que dans son entrée. Voilà, c'est un petit peu tout ça que l'on fait. Il a fallu plusieurs siècles aux ostréiculteurs pour atteindre cette parfaite connaissance de leur bassin. Pour des passionnés comme Fabrice, c'est aujourd'hui un véritable art de travailler la saveur des mollusques, jusqu'à obtenir cette subtilité qui fait la marque de la région. Quand tu l'amènes après sur un parc qui subit des marées, sur restaurant que l'on appelle, elle concentre son énergie à faire du mollusque. Le métabolisme change, et c'est un truc qui est extraordinaire. Et en même temps, si tu les mets sur un parc qui est mouvementé juste au balancement des marées, et bien là, le s'entrechoque, et donc il y en a une coquille qui devient bien calcifiée, bien costaud. Donc si tu veux faire dans les règles de l'art le métier, elles ont fait 2 ou 3 ou 4 endroits différents. Elle n'est pas explosive par rapport à d'autres qui sont iodées ou très salées. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que en fait, elle est bonne. Elle n'est pas écœurante, elle n'est pas trop salée, elle n'est pas trop iodée, elle est juste équilibrée. Elle est équilibrée, et puis en fait, tu t'aperçois en plus après que quand tu continues à la manger,
eh bien, elle reste en bouche, plus que d'autres huîtres. C'est ce qui fait la particularité des huîtres du bassin. Ce goût de noisette explose et puis tout d'un coup, elle est là. Le métier, c'est tout ça. C'est de la créativité, c'est de l'art, hein. C'est un métier artistique. L'art de jouer avec la nature, les caprices de la mer et ceux de la météo, c'est aussi le travail de Christophe Castin, qui pêche le bar depuis 30 ans sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, le temps est vraiment pas joli. On voit là-bas que c'est noir, noir, noir. On va tenter le coup, on va aller voir. Allez. Le bar, c'était déjà, quand j'ai commencé, et déjà pour mon grand-père, le poisson à pêcher. C'était le poisson qui se vendait le mieux. Il y a toujours eu du bar dans le bassin. Puisque sur certaines demeures, même de Gujan-Mestras, où il y avait des maîtres de barque, ils avaient déjà dessiné des poissons qui ressemblaient drôlement à des bars. Et ça, c'était des maisons qui ont été construites il y a un siècle et demi déjà. C'était vraiment un poisson emblématique, oui, du bassin. Le bar peut être pêché toute l'année. Quand la plupart des poissons frileux fuient l'hiver, le bar, lui, reste. Il cherche alors les profondeurs de la mer, là où les températures sont plus clémentes. Christophe Castin sait bien que ces zones se situent à l'entrée du bassin, mais il doit aussi choisir le bon moment pour lancer ses filets. On met les filets 20 minutes avant la marée dans l'eau pour que 20 minutes après ils soient levés. L'idéal c'est de tourner, de faire des grands cercles, de faire comme un escargot finalement avec le filet. Comme ça le poisson au fond, si l'eau est sale il se prend dedans, si l'eau est propre il voit le filet, il le longe et à ce moment-là il se fait prendre dans l'escargot. Les conditions météo et les mystères de la nature font varier le nombre de poissons qui veulent bien se laisser attraper dans les filets du pêcheur. Avec une moyenne de 50-60 kg par jour en saison, il est arrivé à Christophe de hisser jusqu'à 700 kg de bar, tout comme il lui arrive parfois de n'en remonter qu'un ou deux. C'est surtout une méthode de pêche qui nous permet d'attraper le poisson tout vivant. Donc, tous les poissons que l'on remonte, ils sont vivants dans les filets, au contraire de certaines méthodes de pêche à l'océan où quand on remonte le poisson, il peut être mort. Donc ça nous permet de pouvoir relâcher les poissons qui ne font pas la taille. Ça nous permet d'arriver à la criée et d'avoir un poisson qui est toujours magnifique. Afin de préserver les stocks naturels du bar et lui permettre de se renouveler, la réglementation actuelle fixe la taille minimale du poisson pêché à 38 cm. Christophe applique vigoureusement les règles, peu importe le nombre de poissons pêchés. Et mon deuxième, il fait 39, voilà. Il y en a un pour moi et un pour mon épouse ce soir, voilà, on a le repas. je sais que par rapport à mon arbre généalogique, je suis là depuis 1680. Enfin, ma famille est là depuis 1680. Donc on a toujours été sur le bassin. Pêcheurs, ostréiculteurs, vendeurs de poissons, vendeurs de ce qu'ils pouvaient, mais ils ont toujours été ici. Donc moi j'ai appris le métier de mon père. Il me l'a appris, sa passion, il me l'a transmise. Et cette passion-là, je finis par vraiment aimer et adorer tous les jours que je vais travailler, quoi. Et même les jours où il ne fait pas beau, même les jours où il pleut, même les jours où il vente, je prends plaisir à aller travailler. Bien sûr, s'il y a du poisson, c'est mieux. En tant qu'éleveur, Fabrice, lui, est certain de ne pas rentrer les mains vides. Donc là, une fois qu'on est revenu de la marée, qu'on a déchargé le bateau, on les met dans cette trémie, on appelle ça une trémie. Donc il y a de l'eau sous pression, de l'eau salée sous pression qui arrive. Et donc ça crée un lavage, il y a un tapis roulant qui amène les huîtres sur un autre tapis roulant et sur lesquels on va trier les huîtres par la suite. Débarrassées de la vase et autres dépôts marins, les huîtres sont ensuite triées par taille. La catégorie 1 désigne les plus gros mollusques et la 5, les plus petits. Dans le numéro 3, le numéro 2, sont vraiment les huîtres consommées le plus. C'est vraiment les goûts, les couleurs, mais malgré tout, chez les spécialistes, une belle huître numéro 2, numéro 1, bien charnue, ça va être quelque chose de très intéressant. Et lorsqu'une huître est appelée spéciale, on parle alors de caractéristiques bien spécifiques. En fait, on prend la masse totale, le poids du mollusque égoutté,
Et puis on fait un rapport, et quand ça passe le coef de 10 et quelques, eh bien on rentre dans la catégorie spéciale, et plus ce rapport va être conséquent, plus l'huître va être susceptible d'avoir de meilleures sensations en bouche. La réglementation encadrant l'ostréiculture est très stricte. Après leur calibrage, les huîtres se reposeront quelques heures dans des bassins d'eau où elles seront filtrées et délivrées de tout résidu. On arrive d'une catégorie sur le bassin d'Arcachon qui est la majeure partie des parcs à huîtres en catégorie A. Ça veut dire que l'eau n'a aucune statistiquement possibilité de pouvoir être contaminée par une bactérie qui peut vous donner le maximum un mal au ventre. Ça, c'est la majeure partie du bassin, c'est ça. Et puis en fait, après, il y a la catégorie B qui peut être des parcs qui sont un peu plus près des zones portuaires ou comme ça. Et là, par moment, s'il y a de la pluie comme ça peut. Donc c'est le circuit de filtration, stérilisation, réfrigération, pour que le soit tout à la même température, toujours dans les mêmes conditions. Fabrice peut enfin garnir les bourriches de ses huîtres en fonction des commandes qu'il reçoit des professionnels et des particuliers. De gros investissements dans le système d'assainissement des eaux usées permettent aujourd'hui à 80% des zones ostréicoles du bassin de bénéficier d'une excellente qualité d'eau. Le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon souhaite mobiliser les acteurs locaux, comme Fabrice et ses confrères, autour d'une future marque, le CIBA. Objectif : valoriser les produits du territoire tout en protégeant l'environnement. Très investis dans ce projet, Isabelle Galigné et Mélina Roth vont régulièrement à la rencontre de ces acteurs économiques. Ça va et toi ? Bienvenue dans... C'est pas un label, une marque de territoire. C'est un engagement collectif pour afficher une nouvelle ambition pour le bassin et devenir tous acteurs dans la promotion et la préservation de cet espace pour qu'on puisse tous rentrer dans un développement vertueux qui est plus on développe, plus on préserve. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une huître qui est bien remplie. Alors là, on est au début de quelque chose de bien. Voilà, parce que chacun aussi va se mettre son niveau d'exigence en termes de qualité du produit. Bien sûr. S'il y a bien un produit qui est vraiment identitaire au bassin d'Arcachon, c'est l'huître Arcachon-Cap-Ferret. On vient sur le bassin déguster des huîtres parce que c'est un petit morceau du bassin qu'on déguste. Et je pense que les ostréiculteurs ont de plus en plus envie de faire parler de leur savoir-faire sur le bassin, qui est quand même très particulier, plus que sur l'identification même du produit. Avant tout, avant que le commerce se fasse sur le produit et qu'on parle d'argent, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment se dire d'où ça vient, comment on le fait, dans quelles conditions, dans quel accueil on va créer ce produit. Et après, à la fin, le mot commerce arrive. Effectivement, ça permet de dépasser le clivage production-préservation. Au contraire, là, on montre qu'on est sur... Les efforts de protection sont déjà en cours et portés par plusieurs acteurs de longue date. L'assainissement, la qualité de l'eau, autant d'efforts qui ont été pris en charge déjà bien avant la création du parc et qu'il convient maintenant de continuer, de poursuivre. Et donc pour continuer justement à avoir un milieu qui permet l'ostréiculture avec des très bonnes qualités d'eau, qui permet la pêche et qui permet une capacité d'accueil très favorable pour les espèces qui viennent sur des voies migratoires plus larges, que ce soit les espèces marines ou les oiseaux. Le mot récolte, ça veut dire qu'on est cultivateur, ça veut dire qu'on cultive. Il y a du travail derrière. Et on cultive le milieu en symbiose avec la nature. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'elle veut nous donner, il faut savoir lui rendre par moment. Et le produit fini, c'est vraiment ce que l'âme de l'ostréiculteur et la nature a permis. Ce matin, les premiers à bénéficier des richesses de la mer sont les marailleurs et les poissonniers locaux. Loin d'être une agitation bruyante, les enchères de la pêche se déroulent dans un calme imperturbable. Christophe vend ici son poisson 2 fois par semaine. Ce matin, c'est Stéphane Le Tortorec qui a acheté son bar. Un poissonnier local que Christophe connaît très bien. Bon, Stéphane. Salut Christophe. Comment tu vas ? Ça va ? Je venais voir.
Ouais. J'ai vu que mon poisson était parti, c'est toi qui l'avais acheté? Oui, j'ai fait un beau bac de bar. D'accord, ouais. C'est impeccable. C'était pas donné. Il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Mais par contre, pour nous, le prix est intéressant. Donc, Ouais, voilà. toi, un peu moins. Pour moi, nous, un peu moins. le Pour prix les est clients, un peu intéressant, moins, c'est mais ça. bon, ouais. C'est des gros marailleurs d'Arcachon qui achètent mon poisson. Mais il y a aussi toutes les petites poissonneries autour du bassin d'Arcachon, jusqu'à Bordeaux, pratiquement. Ces gars-là descendent à la criée d'Arcachon et viennent acheter le poisson. Après, tout le surplus est vendu à des gros marailleurs qui, eux, l'envoient sur les gros marchés comme Rungis. C'est quand même un poisson de qualité, il n'y a pas mieux, quoi. En qualité, c'est le top. Il n'est pas abîmé dans les filets, il n'est pas abîmé au chalut aussi. Donc là, il le pêche, il les encercle, et puis il est sorti de l'eau de suite, quoi. Que d'autres pêches, ça va être un peu plus abîmé, quoi. Aux côtés de ce bel étal de poissons frais, Stéphane propose également un rayon traiteur, où fruits de mer et poissons du bassin sont honorés à travers des recettes maison. Aux commandes de ce rayon bien garni, Emmanuel, qui s'apprête aujourd'hui à cuisiner le fameux bar pêché par Christophe. Alors la chair du bar, c'est une chair qui est très ferme, qui se tient bien à la cuisson, que ce soit poché, que ce soit grillé, que ce soit poêlé, comme là on va le faire. Et l'avantage, c'est que là, il est super frais, donc ça va être un poisson délicieux. Mais ce n'est pas tout. Selon ses adeptes, le bar d'Arcachon aurait également un parfum inimitable. Certains disent qu'il a un petit goût de noisette quand on le cuit, mais bon. il y a un petit goût, bien sûr, par rapport au bar qui est pêché en Méditerranée. Il a vraiment un petit goût bien particulier, bien iodé par rapport à ce qu'il mange, parce qu'il mange beaucoup de petits crabes, des choses comme ça. Donc il a vraiment un parfum différent d'un bar qui vient de la Méditerranée. Voilà. Là, pour la recette aujourd'hui, on va avoir besoin de lui inciser un petit peu la peau, comme ça, juste une petite incision, pour éviter que lors de la cuisson, il se rétracte. Donc il va bien rester à plat. Voilà. Voilà, donc ici, les gens, ils aiment bien le voir entier, avec des légumes autour, des légumes juste cuits comme ça, avec un petit bouillon. Il faut que ça ait de la saveur tout de même, mais pas d'épices qui puissent dénaturer le légume ou le bar. Laissons le bar de Christophe dans l'attente de futures papilles gourmandes pour retrouver Fabrice dans la cabane à dégustation qu'il tient avec son épouse, Géraldine, tombée amoureuse aussi de la région. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis, comme on m'a souvent dit ici, une étrangère. Moi, j'arrive, je suis une 100% pur beurre. Moi, je suis malouine. Je suis née, j'ai grandi à Saint-Malo. Et après, c'est un peu les mystères de l'amour. Tenez, je vous laisse regarder 2 minutes, je reviens vous voir. Donc, dès sa rencontre avec Fabrice, piquée elle aussi par la passion des huîtres, Géraldine quitte son emploi d'infirmière et le rejoint dans sa production ostréicole, tout en se faisant une place bien à elle. Et la dégustation, c'est vraiment ma partie, un peu mon bébé depuis maintenant 15 ans, où c'est moi qui ai voulu la développer beaucoup. Et ce qui est gratifiant, c'est de vendre ce produit en cycle court. C'est-à-dire que c'est ton produit, tu sais d'où il vient. Moi, j'ai toujours dit que vendre quelque chose, je sais le vendre si je l'aime. Alors chez nous, la tradition, c'est vraiment de manger les huîtres accompagnées ou d'une saucisse, d'une crépinette ou d'un petit morceau de pâté. Quand les vieux partaient à la marée il y a quelques années, en général, ils n'avaient pas toujours le temps de faire le casse-croûte, donc il y avait toujours au moins des huîtres à bord et du pâté. Donc en fait, pendant le déjeuner, bien souvent, c'est un gnac d'huître, un gnac de pâté. Il y a une riche histoire au niveau de la production ici auprès de Napoléon et des parcs, tout ce qui est parc Impératrice, tout ce qui est parc au niveau de l'île aux oiseaux. Ou au niveau de l'île aux oiseaux, tu avais les cabanes Tianquet qui ont été faites pour garder les parcs impériaux justement. Donc c'est une histoire qui me rappelle un petit peu la Bretagne où tu as quand même une certaine culture identitaire assez riche. C'est super. On se régale. Ouais. Donc on n'est pas sur des grosses huîtres, mais elles sont très charnues. Donc c'est ça qui est intéressant. Elles sont délicieuses. C'est parfait. C'est pour ce qui est de la provenance. J'ai beaucoup de fierté à être arrivés là où on en est tous les deux, à s'être battus, là où beaucoup de gens nous donnaient perdants. Bon, je vois maintenant, quand on s'est installé en 2002, nous étions 2-3 cabanes ostréicoles. On était pris pour des utopistes et des rêveurs. Et là, maintenant, on est 101 cabanes 15 ans après sur le domaine public maritime. Oui, merci. Au revoir, messieurs, dames. Pour Fabrice et Géraldine, le lien direct entre l'ostréiculteur et le consommateur a été primordial pour le bon développement de leur activité.
De son côté, Christophe tente lui aussi de faire connaître son métier à des touristes. Je travaille sur le bassin avec un bateau promenade maintenant depuis 30 ans. Et depuis maintenant 6 mois, je suis devenu président de ma société donc, où on gère une trentaine de bateaux qui font les promenades sur le bassin. Benjamin qui mettra la deuxième. Très bien, ça sera sans filet. On va voir qui c'est qui va gagner. Ouais, c'est moi le premier. Ouais. Ça, c'est le bar du bassin. Il est beau. Tu veux le sortir? Tu veux essayer? Comment on fait? Alors, en fin de compte, il a des petites épines qui sont à l'envers ici. Donc il faut venir se chercher la maille dans un sens pour la faire de l'autre. Donc tu fais comme ça et voilà. Et après tu le dégages. Et une fois que les ouïes sont dégagées, tu le fais glisser. Pourquoi il est si rouge là? Parce qu'il est frais. Ça s'appelle un poisson frais. Christophe fait découvrir les gestes quotidiens de son métier à ses visiteurs, curieux d'apprendre de nouvelles choses sur les poissons qu'ils consomment au quotidien. Moi, je valorise simplement mon métier et mon travail en essayant de le faire partager. Mais c'est souvent que l'été, j'ai des enfants, des parents avec des enfants, je peux avoir même des personnes âgées qui viennent en couple. À partir du moment où la personne est demandeuse, elle a envie, tout va bien, quoi. Je veux dire, si on va dans un musée, on n'est pas forcé d'aller dans un musée, on aime ça, quoi. C'est la même chose, quoi. Donc moi, je leur fais visiter mon bureau et mon musée. La mer, tel un musée, et le savoir-faire, tel un art. Christophe, Fabrice et Géraldine valorisent leur région à travers leur amour de l'histoire et de la culture locale. Ils assurent aussi la survie des métiers de leurs ancêtres, en renouant le lien avec le consommateur à travers des activités modernes et un partage généreux des savoirs. Au sud-ouest de la presqu'île du Cotentin, l'Avranchin est une petite région prospère d'élevage et de tourisme. Au nord-ouest se situe Granville, surnommée la Monaco du Nord, de par son promontoire rocheux qui surplombe sa magnifique baie. C'est ici que sont ramenés chaque jour homards, praires et coquilles Saint-Jacques. Toute une pêche artisanale et diversifiée qui fait de Granville le premier port de pêche au coquillage de France. L'Avranchin bénéficie également d'un certain microclimat, dû à la présence de multiples havres retenant les nuages le long de la côte. Cette particularité a fait que cette région est depuis toujours une importante terre de maraîchage. Et ça, Norbert Nicolet le sait mieux que quiconque. C'est d'ailleurs ici qu'il a décidé de faire pousser une multitude d'espèces végétales, tel ce curieux légume que l'on surnomme l'artichaut du Canada, le topinambour. Il pourrait presque faire penser au corsaire qui se dresse fièrement du haut de la baie de Granville dans sa volonté farouche de défendre le bien commun contre vents et marées. Connu pour son amour immodéré de la mer, le célèbre marin scrute quotidiennement la valse des bateaux qui vont et viennent dans le port. Tout comme Didier Le Guélinel, jeune retraité qui garde toujours un œil sur le bulot après l'avoir pêché avec passion pendant plus de 35 ans. Son bateau est cependant toujours en activité, et ce, dès 4 heures du matin dans le port de Granville. Le frère et le fils de Didier, Johan et Martin, sont déjà sur le pont à préparer les appâts, en compagnie de Romain, le 3e matelot de l'équipage. L'appât, c'est essentiellement du crabe, et puis un bout de poisson, un poisson dur, de la roussette en tronçon, voilà, de façon à mettre un tronçon de roussette par casier. Voilà, le bateau part, alors là, nuitamment, comme bien souvent, parce qu'on ne peut pas partir à marée basse de Granville, hein, on est bien obligé de partir quand la mer est là. Quand on part à 5 heures, on rentre plutôt à 3-4 heures de l'après-midi. Voilà. 10 heures pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller en mer, c'est beaucoup. Mais pour un marin pêcheur, une marée de 10 heures, c'est plutôt vachement court en fait. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce métier-là, c'est le côté un peu rock'n'roll, quoi. C'est bien péchu, il n'y a pas beaucoup de temps mort. On y va, on tape dedans, ça j'ai adoré ça. La pêche au bulot est en effet assez rock'n'roll, mais avec une chorégraphie bien précise.
Et c'est Johan, le frère de Didier, qui mène la danse. Il hisse à bord chaque casier déposé ici la veille. Martin prend alors le relais en le vidant dans une machine qui ne garde que les bulots de taille égale ou supérieure à 4,5 cm. Cette machine non seulement calibre les bulots, mais immédiatement rejette à l'eau tous les petits. Le fait que le petit bulot sorti de l'eau ne soit pas sorti de plus de 3 ou 4 secondes, vous allez voir c'est très rapide, est remis immédiatement à l'eau à l'endroit même où on l'a pêché, donc dans un biotope qui lui est favorable, puisque c'est là qu'il a commencé à grandir. C'est vraiment indispensable pour la survie de l'espèce et du pêcheur, parce que sans espèce, il n'y a plus de pêcheur, ça on l'a bien compris. En effet, à partir de 2004, la pêche au bulot commence à montrer des signes manifestes d'essoufflement, les rendements ayant chuté de moitié en 10 ans. Les quotas sont alors revus à la baisse. Et en 2007, c'est le temps de pêche qui est réduit, avec une fermeture totale au mois de janvier, période de reproduction de l'espèce. Le rôle du troisième marin est également indispensable, puisqu'il est chargé de réappâter chaque casier. 720 par journée de pêche. Ce qui est loin de décourager un Le Guillinel, car le bulot ici est une affaire de famille. Le bulot, j'ai commencé par ça, du coup, pour moi c'est une évidence de continuer à pêcher cette espèce-là. J'ai commencé avec mon grand frère Didier. J'ai dû faire 3 ou 4 ans comme matelot sur le pont, et puis après j'ai eu quelques opportunités où il m'a laissé le bateau pour que j'apprenne à me faire la main. Ça me plaît, on est dans un cadre de nature qui évolue au quotidien, on n'a jamais les mêmes conditions et ça me plaît. Et c'est justement au cœur de ce terroir, brassé par les plus grandes marées d'Europe, que le bulot de la baie de Granville acquiert sa saveur inimitable, grâce à un environnement marin très sableux. Aucun risque ici que le gastéropode ait un désagréable goût de vase, comme cela peut arriver parfois. L'eau est à peine revenue dans le port de Granville que l'astragale y fait déjà son apparition. La journée de pêche s'achève pour Romain, Johan et Martin, pas mécontents de pouvoir profiter de quelques heures auprès de leur famille avant de repartir en mer dès le lendemain. C'est juste l'amour d'un métier qui s'est transmis à mon corps défendant. Je n'aurais pas imaginé qu'un de mes enfants fasse ce boulot-là. Je n'aurais pas forcément imaginé que mon petit frère se consacre à ça non plus. Et ma foi, la façon dont on l'a fait, ça leur a plu à eux aussi. Et eux aussi, ils l'ont fait par choix. On n'est pas des pêcheurs par défaut, on n'est pas des pêcheurs parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. Non, on a vraiment eu envie de faire ce métier-là. Et ça, c'est important. Un métier dur, c'est pas la pêche. Un métier dur, c'est un métier qu'on n'a pas envie de faire. À quelques kilomètres de là, à Hannoville, un jeune homme semble avoir déjà adopté la philosophie de Didier. Il s'agit de Norbert Nicolet, qui travaille dans sa petite ferme à taille humaine où poussent néanmoins plus de 450 espèces végétales. Et ce matin, c'est armé de sa fourche qu'il part déterrer un drôle de trésor. Il faut donner de l'énergie un peu là pour que ça saute un peu. C'est toujours assez fastidieux la récolte de topinambour. Allez hop, voilà. Mais si on veut faire ça avec soin, il faut le faire à la fourche. Ça résiste pas trop au choc. C'est pas comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un truc qui est très résistant au choc. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire à la fourche. Plus de boulot, c'est moins facile que couper une salade, quoi. Hein, c'est clair. Mais bon, c'est meilleur que la salade, enfin, de mon point de vue. Alors c'est très juteux, ça casse assez net. C'est un peu la couleur d'une pomme de terre, hein, assez pâle, assez blanc. Magnifique. Ça a vraiment une belle texture. C'est bien ferme, on est au mois de février, ils n'ont pas bougé. Ces légumes-là ont aussi un intérêt, quoi. Les légumes d'hiver comme ça qui se conservent bien dans le sol, c'est que tu es sûr de les garder tout l'hiver, quoi. Tu vas pas en manquer, quoi. Le topinambour, on en fait, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose à vendre pendant l'hiver, quoi. On les sort que à la demande, que au fur et à mesure, parce que c'est pas comme la pomme de terre, en fait. La peau de la pomme de terre est protectrice pour la conservation, mais pas le topinambour. Du coup, il va se ramollir, c'est à partir du moment où on le sort de terre, quoi. Hop, voilà. Ça, c'est un beau morceau. Ça va nous faire une bonne partie de notre panier. Hein ? Il y a du monde. Donc au niveau de la pousse, en fait, c'est intéressant.
C'est un peu, le mode de culture, c'est un peu comme la pomme de terre. On suit les mêmes rythmes, donc on va planter au mois d'avril-mai. Donc on va choisir un plant qui a plusieurs yeux. On appelle ça des yeux, c'est des points de départ, quoi. C'est là où il va y avoir des bourgeons. Donc plus il y a d'yeux dessus, plus il va faire de tiges. Donc plus il fait de tiges, plus il va faire de photosynthèse. Et puis plus il fera de tubercules après, quoi, parce qu'il aura plus d'énergie pour ça, quoi. C'est un légume vraiment tout simple que tout le monde peut avoir dans son jardin. Et puis dès que tu laisses un petit morceau, tu laisses un petit truc comme ça là, bah, l'an prochain tu as un pied de topinambour, hein, c'est clair. Donc c'est un légume qu'on dit oublié, ancien, mais qui je pense revient au goût du jour. Voilà, ça se voit bien, on en voit de plus en plus un peu sur les étals, dans les supermarchés, des choses comme ça. Et ça restera assez marginal, je pense. Mais il va se refaire une place, peut-être sa place qu'il a perdue après la guerre, quoi. Où la pomme de terre était rationnée pour les militaires et du coup le peuple n'avait plus grand chose à manger. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient tous un peu du topinambour dans leur jardin, quoi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec des personnes âgées sur le marché qui nous disent « Oh non, non, on ne peut pas manger de topinambour, ça nous rappelle la guerre », tout ça, quoi. Donc c'est des mauvais souvenirs pour eux, on peut comprendre. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est un légume qui a un gros intérêt culinaire, un bon petit goût de cœur d'artichaut, ça parfume très bien, c'est très fin. Laissons un instant Norbert et sa brouette pour retrouver Didier le lendemain à la criée de Granville. Dès 7 h du matin, ce sont d'autres genres de brouettes qui entrent en scène. C'est ici que sont vendues chaque année les 6 000 tonnes de bulots pêchés par an à Granville, ce qui en fait le premier port européen concernant la pêche au bulot. La première marque de fraîcheur, c'est un bulot qui, quand on le touche, se rétracte. Hein, c'est bien preuve qu'il est bien vivant, extrêmement frais. Ce produit-là, ben voilà, il est sorti de l'eau il n'y a pas 24 heures. On voit bien que celui-là a essayé de s'échapper. C'est bien la preuve qu'il est parfaitement vivant. Ces bulots-là, je les connais par cœur. Le prénom de chacun, je peux te le donner. Si Didier semble effectuer un vrai contrôle qualité, c'est qu'aujourd'hui, il préside la coopérative Granville-Mer, chargée de transformer ces bulots. La coopérative, dont un acheteur est présent en salle de vente, regroupe la moitié des producteurs de Granville. C'est une salle des ventes, voilà, avec enchères, avec un prix de départ. Ce prix, ce sont d'abord des enchères descendantes. Donc on part d'un prix relativement élevé, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à ce qu'un acheteur appuie sur le bouton et emmène le lot. Si ça commence à descendre un peu trop bas, l'acheteur de la coopérative va immédiatement appuyer sur le bouton et il va tout acheter de façon à ce que les prix restent à un cours satisfaisant pour le producteur, qui permettent aux pêcheurs d'en vivre. Ça ne peut se faire que si derrière on est capable de vendre les produits. C'est ce qu'on va faire de ces bulots-là qui ont été pêchés hier, qui vont être cuits ce matin. Là, on a vraiment un circuit extra court et un produit extra frais. En effet, c'est à seulement 10 minutes de la criée que se situe l'atelier de cuisson de Granville-Mer, où l'on retrouve les bulots achetés par la coopérative. C'est là qu'ils vont passer à la casserole, ou plutôt au four, puisque c'est une cuisson à la vapeur qui va faire en sorte que le gastéropode garde toute sa saveur et sa tendreté. Par le passé, on vendait énormément de bulots crus. Aujourd'hui, le consommateur est bien davantage habitué au prêt à consommer et il a fallu relever ce défi-là, répondre à cette exigence-là. C'est ce qu'on a fait grâce à l'atelier. Pour proposer un produit irréprochable au consommateur, il faut encore s'assurer qu'il ne reste aucun grain de sable ou morceau de coquille caché à l'intérieur des bulots. Ils sont donc alors immergés dans un bain-bulle constitué exclusivement d'eau provenant de la mer à proximité. Là voilà, on a un bulot débarrassé de tous ces petits parasites. On le voit bien, il est bien propre. On regarde dedans, on peut le sortir. Voilà, et là à l'intérieur des replis de la chair, il n'y a pas de sable, il n'y a rien, on est vraiment sur un super produit, quoi. Ça fait envie, hein. Ah ben c'est pour moi. Les pêcheurs doivent s'adapter à l'évolution des modes de consommation ainsi qu'aux différents enjeux auxquels ils font face, notamment sur des questions environnementales. Laurent Ségron-Massé, ingénieur biologiste au SMEL, Synergie Mer et Littoral, les aide à analyser ces nouvelles problématiques. Bon, bah écoute, on se voyait aujourd'hui, tu sais, je t'avais téléphoné pour connaître un petit peu les quantités de déchets plastiques générés par l'activité. Alors si on s'intéresse un petit peu plus à l'engin de pêche, quasi à bulot, donc en fait il se décompose de plusieurs parties, il y a la cloche, donc
Je crois que c'est du polyéthylène, hein, voilà, donc issu du pétrole. Ouais, hein, très clairement. voilà. Est-ce que tu serais sensible à l'achat d'équipements qui seraient susceptibles d'avoir utilisé du déchet plastique? À qualité équivalente, je privilégierais le matériel recyclé, ça c'est sûr. D'accord. Le projet de ce questionnaire, en fait, c'est de rencontrer les professionnels pour les questionner sur les engins de pêche qu'ils utilisent, les casiers, enfin il y a beaucoup, on retrouve énormément de plastique finalement. Et une fois qu'ils sont usagés, ils sont jetés. Donc l'idée, c'est de récupérer ces déchets qui sont de véritables matières premières en fait, pour en refaire des plastiques. Parce qu'en fait, les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. Depuis 2012, le SMEL est également engagé dans un projet qui étudie l'impact du réchauffement climatique sur la reproduction du bulot. Étude effectuée à la demande des pêcheurs eux-mêmes, soucieux de la préservation de la ressource. Tu sais, tu te souviens, on a étudié différents scénarios. Ouais. Donc les bulots sont dans de l'eau à la température d'ici du Cotentin. Et puis on a fait deux autres scénarios. Un scénario plus 3 degrés, donc chaud. Et puis un scénario contraire, plus froid. Et en fait, on se rend compte que dans le scénario chaud, les femelles pondent pratiquement pas. Ouais, très peu. Les pontes se dégradent. L'éclosion est, pour ainsi dire, inexistante. Donc, tu vois bien que ça va avoir une incidence sur le recrutement. Ça confirme bien ce qu'on craignait, c'est que si l'eau augmente encore, à terme, il n'y a plus de bulot. Aujourd'hui déjà, on a tendance à pêcher davantage. Du coup, ça fait boule de neige, on affaiblit encore le stock, ça peut aller très vite. Donc là, il faudra qu'on soit très vigilant. J'ai fait toute ma carrière en pêchant le bulot. Aujourd'hui, mon fils et mon petit frère reprennent le flambeau sur mon navire avec mes droits de pêche. Et j'espère bien que s'ils le souhaitent, leurs enfants pourront le faire. S'ils veulent faire autre chose, ils font autre chose. Le problème n'est pas là. Mais la mer ne nous appartient pas, la mer appartient à nos enfants. Ce dicton cher à Didier fait écho à la célèbre phrase de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Elle rejoint aussi la philosophie de Norbert, tant il met du cœur à l'ouvrage dans sa ferme, résolument tourné vers l'avenir. En effet, s'il a les mains dans la terre toute la journée, sa tête, elle, semble bien vissée sur ses épaules lorsqu'il évoque sa vision de l'agriculture d'aujourd'hui. Et justement, cela commence déjà par la terre elle-même. Là, la terre, elle commence à être super meuble et tout. Là. Il y a du mélange de matières, c'est de la matière riche, c'est des matières qui se décomposent, quoi. Donc il y a des minéralisations, des choses comme ça, qui font qu'elle libère petit à petit des éléments nutritifs pour les plantes, quoi. C'est la richesse, c'est la fertilité durable, quoi. Parce que si on met un engrais, l'engrais il vient, il est consommé, il s'en va, quoi. Là, la butte, si on regarde, c'est noir, la terre est noire, normalement elle est grise un peu. Hein. C'est une éponge, c'est lisse, c'est grumeleux. Comme diraient les bourguignons, c'est du couscous, quoi. Là, les buttes, elles sont faites de bois, une couche de fumier pailleux, une couche de terre et une couche de paille. Voilà. Regarde ça. C'est trop beau. Mais l'hiver dernier, il y avait des champignons partout. Ils sont venus tout seuls. On n'a rien inoculé, on n'a rien mis. Ils sont venus tout seuls, ils sont déjà là. On a mis du bois dans les buttes de perma, tout ça. Donc, dans le bois, il y en a. On recrée un sol un peu forestier, un sol vivant, tu vois. Vraiment, l'objectif de durabilité en tout point est important, quoi. En fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai un projet un peu de ferme collective, autarcique au départ, mais en fait, autarcique, c'est pas la bonne solution si on veut faire changer un peu le monde, si on veut faire changer un peu la société, la faire bifurquer. Donc, c'est pour ça que le projet s'est dessiné un peu plus d'une manière de ferme un peu collective, mais ça met du temps, quoi. Là, dans 10 ans, on aura un système qui fonctionnera peut-être pas trop mal, quoi. C'est une supposition. Déjà, là, ça s'est beaucoup amélioré. D'année en année, ça s'améliore. On produit de mieux en mieux, avec de plus en plus de diversité de partout autour du monde. Et s'il y a bien un endroit où Norbert est fier de proposer cette diversité, c'est le marché couvert de Granville le samedi matin. Là, il peut exprimer toute sa sensibilité artistique, en concevant son étal comme le ferait un peintre avec sa toile. On a une recherche artistique derrière tout ça, qu'on essaie de... Les gens, ils doivent se faire plaisir aux yeux aussi, quoi. Et les topinambours, on les met en panier, c'est plus facile. Et puis c'est pareil, quoi. C'est un produit comme les petites patates ou les petits trucs qui se tient bien en panier, qui est bien mis en valeur, tu vois, avec l'impression de volume dans le panier, quoi, hein. Ça le fait ressortir beaucoup plus. Le client aussi le trouve plus beau, donc a plus envie de le consommer, quoi. C'est des produits qu'on a besoin de mettre un peu en avant parce que les gens les consomment pas non plus régulièrement. Et c'est pas un légume comme la carotte, quoi.
Chaque samedi, Norbert se fait un plaisir de faire revenir les consommateurs vers ce légume quelque temps délaissé au profit de productions plus standardisées. Et on peut dire que ça marche. Le panier de topinambour se vide à mesure que le marché se remplit. C'est à qui? Bonjour madame. Vous faites un peu de topinambour de temps en temps? Oui. Ouais. Ça fait un moment que je consomme le topinambour. Mais c'est vrai que quand je viens ici, j'essaie de trouver des légumes qui sortent de l'ordinaire. Après, c'est apprendre à les cuisiner. Parce qu'à la vapeur... Parce que cru, c'est très bon en apéritif, en tranche comme ça, avec une petite sauce sucrée-salée, avec des graines de sésame et de la sauce soja un peu, et un peu de moutarde, c'est excellent. Ah ouais. Alors moi j'adore être sur le marché parce que là on communique sur nos produits, sur comment est-ce qu'on cultive, sur nos pratiques. Les gens la plupart du temps en plus adhèrent et nous soutiennent. Donc c'est quand même encourageant, c'est ça qui nous donne on va dire le punch, l'énergie de continuer à travailler comme des cinglés comme ça dans les champs, quoi. Nous on a une ferme, c'est pas une unité de production comme une exploitation, vraiment, quoi. Parce que exploitation ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on a une exploitation, on est exploitant donc on exploite. Donc on exploite quoi? L'environnement, les ressources, les gens, tout ça, on exploite la vie, quoi. Or, j'aime bien plutôt utiliser le terme une ferme. Et moi je suis un paysan. Nous on est des maraîchers rigolos, nous. Bon, parce que la vie est bien assez monotone comme ça, si on peut pas se marrer, c'est pas drôle, quoi. La bonne humeur n'est pas seulement réservée au marché couvert. Elle s'invite également à la Biocoop de Granville, où se retrouvent depuis peu les bulots tout droit sortis de l'atelier de Didier. Le directeur du magasin, Éric Tison, y organise cet après-midi une dégustation afin de les faire connaître au grand public. Ce bien nommé apéro bulot est l'occasion pour Didier de prodiguer quelques conseils aux curieux passants, futurs consommateurs du bulot de la baie de Granville. Ils sont très tendres, ouais. Ils sont conservés sous atmosphère, tu vois. Après, une fois que tu as désoperculé ta barquette, tu peux les manger sous 3-4 jours, mais ils vont commencer à durcir. Donc c'est bien de la désoperculer juste avant de les manger. On est sur des produits hypersensibles. C'est vraiment du produit de la mer. C'est vachement délicat. Le bulot, ça paraît rustique. Mais comme tous les produits de la mer, c'est vraiment délicat. Si c'est cuit mort, comme bien souvent, tu as vraiment un produit qui est dégueulasse. Des façons de mal manger du bulot et d'en garder un très mauvais souvenir, il y en a plein. Alors que de bien les cuire et de bien les manger, il y en a qu'une. Et tant que tu n'as pas goûté vraiment un bulot bien travaillé, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas savoir ce que c'est, quoi. Le bulot de la baie de Granville, en fait, a un goût, petit goût de noisette avec un goût d'algue assez prononcé. Voilà, c'est vraiment, on sent la mer en dégustant ce bulot, hein, c'est vraiment... Parce que le bulot local, en sus, est en passe d'obtenir un certain nombre de labels, dont l'IGP, auquel la Biocoop est sensible. Et du coup, le fait que grâce à l'IGP, on va être en capacité de mieux vendre le produit de notre pêche, ça nous permet d'empêcher un peu moins pour que la pêche soit pérenne. Ah, tiens. À l'IGP? Ouais, au bulot de la baie de Granville. Bah, écoute, au meilleur bulot du monde. Exercer un métier que l'on aime et partager cette passion avec le plus grand nombre. Voilà ce qui pourrait définir le quotidien de Didier. Il en va de même sous les serres de la ferme de Norbert, où il transmet jour après jour son savoir à ses deux jeunes apprentis, Pierre et Simon. Aujourd'hui, ils passent en revue toute une gamme de haricots qu'ils font pousser. Norbert en connaît les moindres détails. Celui-là, c'est Stara Zagorski, là. Et il est originaire de Grèce, lui. C'est une variété originaire de Grèce. Il est quand même vachement beau, on l'appelle aussi Yin Yang, tu vois. Parce qu'il y a le petit point blanc et le petit point noir, comme un petit signe du Yin Yang. Il est beau. Ça fait 6 mois que je suis en apprentissage ici. C'est une ferme qui a de l'avenir, qui va être en constante évolution, avec de plus en plus de travail en permaculture, étant donné qu'on ne va pas utiliser d'engrais, pas de graines hybrides. Pas de traitement non plus. Ouais. Globalement, on cherche vraiment la durabilité au sein même du système de production, mais aussi parce que si j'ai pris Pierre et Simon en apprentissage, c'est pour avoir des gens qui, dans 2 ans après leur truc, veulent avoir un contrat ici et veulent travailler sur la ferme. L'objectif, c'est de pérenniser leur activité au sein de la ferme. Moi, il m'a fallu du temps, mais moi, si j'arrive à leur apprendre tout ça en moins de temps, ils vont me rattraper et ils vont pouvoir expérimenter, ils auront toujours leur dynamisme de jeunesse, ils vont en apprendre plus et devenir meilleurs en production. Regardez l'avenir en transmettant des techniques traditionnelles et écologiques, voici la valeur que partagent Norbert et Didier, fervents défenseurs des produits de l'Avranchin, au caractère et au goût inimitables.